On passe enfin au dernier dossier, donc le dossier 4. C'est un patient. Il n'y a pas de question d'abord sur l'ulcère ou sur le cancer de l'estomac. Très bien, donc on passe au dossier suivant. Un patient de 26 ans qui vient aux urgences, toujours et encore aux urgences, donc il y a du travail pour les gastro-entérologues, parce qu'il a des douleurs abdominales en fausse iliaque droite depuis quelques jours, avec des diarrhées depuis 48 heures. Le patient a peu d'antécédents, sauf il rapporte un épisode d'uvéite quand même, il y a quelques mois. Il fume 10 cigarettes par jour. On vous donne les constantes, la pression artérielle est correcte, la fréquence cardiaque à 92, ça va, un petit peu élevé mais ça va, et par contre il a une température élevée à 38,8. Donc douleur fossiliaque droite fébrile, vous pensez tous à l'appendicite, bien sûr. Vous pensez tous à l'appendicite, mais ce n'est pas forcément ça. Là, il y a des diarrhées, ça n'élimine pas du tout l'appendicite. Il y a nombreux patients avec des appendicites qui se présentent avec des diarrhées. C'est tout à fait possible, donc il ne faut pas dire diarrhée, pas d'appendicite. Douleur fossiliaque droite, le premier diagnostic, c'est appendicite. Donc, quel diagnostic on va évoquer? Il faut d'abord éliminer une urgence chirurgicale, donc l'appendicite avec ce tableau, c'est évident. Douleur abdominale fossiliaque droite et fièvre. Les autres étiologies à envisager. On élimine d'abord l'appendicite, après on envisage les autres. La maladie de Crohn, parce qu'il y a des diarrhées, parce qu'il y a des douleurs en fossiliaque droite, il faut penser à la maladie de Crohn. C'est un patient jeune, c'est un patient fumeur, et surtout, il a un antécédent d'uvéite. Donc c'est ça surtout, on n'est pas obligé d'y penser, souvent on n'y pense pas. Par contre, quand il nous dit spontanément qu'il y a un antécédent d'uvéite, en général, ça fait tilt. Voilà, donc douleur abdominale, diarrhée en contexte fébrile, maladie de Crohn. Deuxièmement, gastro-entérite aiguë par argument de fréquence. La gastro-entérite aiguë peut donner des douleurs abdominales, elle donne des diarrhées et elle donne de la fièvre. Donc c'est exactement à peu près le même tableau. Donc en fonction de la période épidémique, vous serez de toute façon orienté. Moins probablement, il y a les colites infectieuses plus sévères à Yersinia ou l'ischémie mésentérique. L'ischémie mésentérique, c'est quand même pas du tout le même terrain. C'est en général des patients âgés, il y aura des rectoragies, ça sera très brutal. Voilà, maintenant, ça peut être un patient qui a des maladies vasculaires ou quoi que ce soit, il peut faire une ischémie mésentérique, il faut quand même l'évoquer. Question suivante, quels principaux examens on va rechercher à l'examen clinique? Ici, en faveur de ces différentes étiologies. Donc pour l'appendicite aiguë, c'est les examens qui orientent vers une urgence chirurgicale, à l'examen physique, c'est-à-dire la douleur en fosse iliaque droite, une douleur au point de McBurney, donc la fosse iliaque droite, avec éventuellement une douleur à la décompression de la fosse iliaque gauche, qui est un assez bon signe, assez spécifique. Il faudra faire systématiquement un toucher rectal à la recherche d'une douleur latéralisée, ou non, ou à la recherche de signes péritonéaux, surtout le cri du Douglas, en cas de péritonite. Donc on faudra chercher les autres signes de péritonite, contracture, le cri du Douglas OTR, voilà. À l'interrogatoire en faveur d'une appendicite, c'est quoi? C'est d'abord, est-ce que le patient a déjà été appendicectomisé? Alors j'ai appris très récemment qu'un patient déjà appendicectomisé pouvait avoir une nouvelle appendicite, mais ça c'est vraiment anecdotique, ne le retenez pas, mais ça existe, les récidives surbrennures appendiculaires, c'est exceptionnel. En gros, s'il a déjà eu une appendicectomie, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'il a des nausées? Est-ce qu'il a un iléus réflexe? Bon, là, on a vu qu'il avait des diarrhées, donc il n'a pas d'iléus réflexe. Voilà, ça, c'est en faveur d'une appendicite. En faveur de la maladie de Crohn, on recherche des antécédents de diarrhée chronique. Est-ce qu'il a déjà eu des poussées de diarrhée? Des atteintes anopérinéales, des antécédents familiaux aussi, il y a un petit terrain quand même. Des atteintes anopérinéales qui sont très évocatrices, donc des fissures anales, des choses comme ça, très évocatrices d'une maladie de Crohn. Et toutes les manifestations extradigestives. Il nous a parlé de l'évéite, il y a aussi les manifestations articulaires, arthralgie, il y a aussi les érythèmes noueux, manifestations cutanées, des ulcérations buccales. À l'examen physique, on cherchera éventuellement, on peut avoir une masse douloureuse évocatrice d'un abcès. Au toucher rectal, il faudra faire le toucher rectal à la recherche de rictorragie, et qui ne sont pas spécifiques mais qui orientent. Et surtout l'examen anopérinéal à la recherche d'une fissure anale. Là, vous n'aurez pas beaucoup ou un abcès ou une fistule. Si vous avez ça, ça vous oriente quand même grandement vers le diagnostic de maladie de Crohn. Si vous ne l'avez pas, ça ne vous élimine pas du tout le diagnostic, je vous le rappelle.
Enfin, en faveur de la gastroentérite aiguë, c'est surtout l'interrogatoire. La diarrhée aiguë, c'est un diagnostic qui se fait à l'interrogatoire, c'est le contexte épidémique et la notion de contagion dans l'entourage. Question suivante. Donc, il est particulièrement sujet aux diarrhées. Et il semblerait qu'il y ait du sang dans ces diarrhées habituellement. Donc, c'est un patient qui a en fait une diarrhée chronique, on a l'impression, avec des rectorragies. La description que je vous en ai faite a l'air assez édifiante, c'est des diarrhées très importantes. Et à l'examen clinique, vous retrouvez une fissure anale. À la biologie, on trouve un syndrome inflammatoire et on retrouve l'absence d'anémie. On n'a aucun signe de gravité, mais on va explorer une étiologie, laquelle et pourquoi. Donc je vous orientais vers la maladie de Crohn, parce que diarrhée chronique, donc on n'est plus du tout dans le cadre d'une gastroentérite aiguë ni d'une appendicite. Par ailleurs, la fissure anale, très évocatrice. Qu'est-ce qu'on attend donc voilà, quel examen on fait et qu'est-ce qu'on en attend? On va proposer une endoscopie digestive, haute et basse. Donc il faut faire haute aussi dans le bilan de la maladie de Crohn parce que la maladie de Crohn atteint tout le tube digestif, sachant que l'atteinte la plus fréquente, c'est l'iléon et le côlon. Mais il faut rechercher quand même une atteinte haute, parce que c'est des signes en plus de gravité, une atteinte duodénale par exemple. Donc sous anesthésie générale, avec biopsie et examen anatomopathologique. Quelles caractéristiques vont nous orienter vers une maladie de Crohn? Alors là, j'ai mis surtout les caractéristiques qui permettent de différencier d'une rectocolite hémorragique. Sur la localisation, la maladie de Crohn par rapport à la RCH peut atteindre tous les segments du type digestif, surtout l'iléon. Donc c'est très important pendant l'endoscopie d'aller jusqu'à l'iléon pour voir si c'est atteint. Si c'est atteint, la rectocolite, c'est pas possible. Ça n'atteint pas l'iléon, la rectocolite. Ça n'atteint que le côlon. Donc il faut essayer d'aller dans l'iléon autant que possible. L'anus, c'est pareil. On a vu qu'il y avait une fissure anale. Ça, c'est pas une rectocolite hémorragique s'il y a une atteinte anale. Deuxièmement, les atteintes sont segmentaires. C'est-à-dire que il peut y avoir un petit bout d'atteint, un petit bout non atteint, et il peut y avoir plusieurs atteintes comme ça disséminées sur le tube digestif. Dans la rectocolite hémorragique, ça atteint tout. Voilà. Ensuite, il y a des zones de muqueuse saine, à la différence de la rectocolite hémorragique où il n'y a aucun intervalle de muqueuse saine. Et enfin, on peut avoir des lésions dites asymétriques, ça n'a pas, voilà, ça c'est un aspect morphologique. Ensuite, l'aspect des lésions après la localisation. Donc l'atteinte transmurale, je l'ai mis, mais ça c'est sur la pièce opératoire au cas où le patient est opéré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les ulcérations muqueuses, des ulcérations qui peuvent être superficielles ou profondes, ce sera un signe de gravité, aftoïdes ou linéaires. Et on peut avoir d'autres, dans les formes anciennes, d'autres lésions, des pseudopolypes, des fistules ou des sténoses. Enfin, l'examen microscopique sur l'histologie, sur les biopsies, on retrouvera une infiltration lymphoplasmocytaire qui n'a rien de spécifique, c'est une colite non spécifique. Et surtout, le signe spécifique, c'est les granulomes à cellules épithélioïdes et gigantocellulaires. Donc bien sûr, il faut aussi éliminer dans ce cas-là une tuberculose digestive, mais c'est en général pas le même contexte. C'est très spécifique, malheureusement c'est pas présent dans tous les cas, on dit qu'à peu près c'est présent dans un cas sur deux, en fait on a même l'impression que c'est moins souvent que ça qu'on les retrouve. Question suivante, alors que le diagnostic est confirmé, le patient revient quelques semaines plus tard avec des diarrhées importantes, des douleurs abdominales violentes. Quels sont les signes de gravité que l'on va rechercher chez ce patient, clinique et paraclinique? Donc là je vous ai mis tous les items d'un score qui s'appelle le CDAI, Crohn's Disease Activity je sais plus, Index, ou qui a un autre nom, c'est l'indice de Best, qui est le plus utilisé pour évaluer la gravité d'une poussée de maladie de Crohn. Donc c'est le nombre de selles émises par jour, la nécessité de prise des antidiarrhéiques, l'intensité des douleurs abdominales, altération de l'état général, la présence de signes extradigestifs, donc vous verrez, un signe articulaire, oculaire, etc. Et puis les signes périnéaux, fissures, fistules ou abcès anal. La présence de signes généraux, une fièvre à 38 degrés, la perception d'une masse abdominale qui oriente vers un abcès, une chute de l'hématocrite et une perte de poids actuelle par rapport au poids théorique. On peut aussi céder de l'albumine. Tout ça, c'est des facteurs de gravité d'une poussée de maladie de Crohn. Voilà, c'est comme ça qu'on définira la sévérité de la poussée.
Ici, il s'agit d'une... vous n'avez pas besoin de savoir dans les détails, il faut connaître en gros les items. Il s'agit à nouveau d'une poussée modérément sévère. Quel traitement on va lui proposer? Alors, soutien psychologique, c'est une maladie chronique, c'est des patients jeunes, ils sont souvent effondrés quand on leur annonce le diagnostic, donc un soutien psychologique. L'arrêt du tabac est indispensable dans la maladie de Crohn. Le tabac provoque les poussées de maladie de Crohn, au contraire de la rectocolite hémorragique où le tabac va protéger des poussées. Dans la maladie de Crohn, il faut absolument arrêter le tabac, c'est le premier traitement. Dans les formes peu sévères, ça suffit souvent à arrêter la maladie définitivement. Donc, si besoin, l'aide au sevrage tabagique. Un régime sans résidus en cas de poussée modérément sévère, ça va diminuer le volume des selles, donc les diarrhées, c'est un traitement symptomatique. Les traitements spécifiques, vous n'avez pas à connaître vraiment la stratégie, qui est assez compliquée et très discutée. Par contre, il faut que vous connaissiez les médicaments utilisables. Donc, c'est les dérivés salicylés, le pentasa, le plus utilisé, qui peuvent être utilisés par voie orale, péros ou en lavement. Deuxième étape, c'est les corticoïdes pour le traitement des poussées, pareil, par voie générale ou en lavement. Et après, la troisième étape, je n'en parle pas dans cette question, c'est plus spécialisé, c'est les immunosuppresseurs, soit en traitement d'entretien, soit en traitement des poussées. Ensuite, la prise d'antibiotiques, là, elle est indiquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte anopérinéale. Elle n'est pas systématique du tout, mais dès qu'il y a une atteinte anopérinéale, il faut mettre un antibiotique, c'est le flagile. Ensuite, les mesures associées à la corticothérapie, ça vous avez dû voir ça et revoir 1000 fois. Et une surveillance et une information sur les signes qui doivent faire consulter en cas d'urgence, la fièvre, une défense abdominale, l'arrêt des gaz et des matières, etc. Comment est-ce qu'on va planifier votre prise en charge à court, moyen et long terme? Donc, réponse en 3 temps. À court terme, surveillance de la poussée avec évaluation des critères de sévérité avec l'indice de BEST qu'on vient de voir. En gros, vous imprimez la feuille qui est disponible sur le site du GTED, qui est le groupe d'études des maladies inflammatoires, et tous les jours, vous remplissez cette feuille et vous voyez comment évolue la maladie. À 48 heures, vous avez une bonne idée de comment ça va évoluer après. Donc, surveillance de la réponse au traitement. Voilà. À moyen terme, c'est la surveillance de l'évolution de la maladie, donc c'est le nombre et la sévérité des poussées, la réponse au traitement, la survenue des complications de la maladie, les sténoses, les complications chirurgicales, et la surveillance des complications du traitement, notamment donc la surveillance des corticothérapies. Il faut penser éventuellement, surtout chez les femmes, à proposer une densitométrie minérale osseuse, puisqu'on a des facteurs de risque d'ostéoporose. Si on a un traitement par immunosuppresseur, il faudra penser à la surveillance d'une part des infections et d'autre part du risque de cancer, qui n'est pas clairement établi, le risque de lymphome, mais il faut penser à le surveiller. Et la surveillance à long terme, c'est coloscopie et biopsie annuelle. Pourquoi? Pour dépister un cancer digestif. Parce que la maladie de Crohn est un facteur de risque de cancer digestif à partir de 10 ans d'évolution de cette maladie, à partir du diagnostic. Donc il faut faire une coloscopie tous les ans. Voilà, il faut penser à rechercher ce cancer. La question suivante. Donc le patient répond bien à ce traitement. Il revient quelques semaines plus tard. Il a une nouvelle poussée. Qu'est-ce qu'il a fait chez lui? Il a pris les médicaments tout seul. Il a pris les corticoïdes. Et les diarrhées se sont arrêtées brutalement. Il n'a plus eu de selle depuis 48 heures. Donc il était très content, il est passé de cette phase de diarrhée à absence de sel. Par contre, son ventre a gonflé, il a commencé à avoir mal, il a commencé à vomir. Il vit en urgence, le bilan montre une anémie, 6,5 grammes, des leucocytes élevés à 19 000, des plaquettes un petit peu élevées à 420 000. Quel diagnostic tu suspectes? Je suspecte une occlusion intestinale aiguë sur une sténose digestive. Donc le carré de l'occlusion, cliniquement, on l'a? Oui, on a les douleurs abdos, la diarrhée, l'anémie et le syndrome inflammatoire biologique avec la thrombocytose et les leucocytes. D'accord. Donc on a effectivement les douleurs abdos, la diarrhée suivie de l'arrêt des gaz et des matières, donc l'arrêt des gaz et des matières dans le carré de l'occlusion, les vomissements et le méthorisme abdominal, donc ça c'est pour l'occlusion. Pour la poussée de maladie de Crohn, on a les diarrhées qui précédait l'épisode, et on a le syndrome inflammatoire important, avec la thrombocytose, qui est évocateur d'une inflammation chronique, une maladie inflammatoire chronique. On a donc un syndrome occlusif chronique chez un patient qui est en
poussée de Crohn. Ça évoque ça, une sténose digestive qui est une des complications relativement fréquentes de la maladie de Crohn. Donc quel est le traitement? C'est l'avant-dernière question de ce dossier. Quel est le traitement de cette sténose digestive? Donc c'est une urgence chirurgicale, il va falloir l'opérer. Le patient, quand il y a une sténose peu symptomatique, on discute en général, on a le temps de discuter, ou avec un syndrome subocclusif par exemple. Là il y a une occlusion, il n'y a pas le choix, le patient va nécroser son intestin. Il y a une vraie occlusion, donc il faut l'opérer. Donc hospitalisation, il s'agit d'une urgence chirurgicale et médicale. Hospitalisation en chirurgie digestive, mise en condition, laissez bien sûr le patient à jeun, à la fois pour la poussée, ça peut l'améliorer, et surtout, bien sûr, devant une occlusion, il ne faut pas lui donner à manger. Voie veineuse périphérique, sonde nasogastrique pour lui vider l'estomac et diminuer la distension de son tube digestif. Le traitement symptomatique, réhydratation, surtout, les patients en occlusion, ils sont déshydratés. Transfusion, parce qu'il a une anémie à 6,5. En plus, il va être opéré, donc même si elle est relativement bien tolérée, il faut mieux le transfuser pour préparer la chirurgie. Consentement du patient pour la transfusion. Et les antalgiques, voilà, on a le droit de recourir à la morphine, même si la morphine ça constipe, c'est pas grave, c'est en aigu, on a le droit de recourir à la morphine dans un syndrome occlusif s'il y a besoin. Le traitement de la poussée, donc il faut traiter la poussée et la sténose. Donc le traitement de la poussée, c'est patient à jeun, nutrition parentérale. Ça a une efficacité qui n'est pas tout à fait démontrée, mais ça marche quand même, ça diminue les lésions de Crohn. Antibiothérapie par voie parentérale, rocéphine, flagile. Une corticothérapie intraveineuse par solimédrol, on a une poussée sévère, donc c'est corticothérapie. Voir si besoin des immunosuppresseurs, s'il n'y a pas de réponse précoce à la corticothérapie, il faudra envisager un immunosuppresseur, le Rémicade. Mais en général, cette discussion survient après la chirurgie. Le traitement chirurgical de la sténose, c'est donc une chirurgie avec une vidange manuelle de l'occlusion, puis une colectomie. Pourquoi il faut vidanger? Pour éviter que quand vous coupiez, les selles se déversent dans le péritoine pour faire une péritonite appendiculaire. Ça, c'est très mauvais. Donc une vidange, puis une colectomie, la plus économique possible. Ça, c'est un mot très important dans la maladie de Crohn, parce que s'il a d'autres poussées, je vous rappelle que le Crohn peut survenir partout. Donc s'il a d'autres poussées, on risque de l'opérer. Voilà, si les opérations sont itératives, qu'on enlève à chaque fois des gros bouts de côlon, il va se retrouver très vite, ou d'intestin, il va se retrouver très vite avec un syndrome du grêle court. Contrairement à la rectocolite hémorragique, où en général on enlève tout d'un coup et ensuite on est guéri, on n'en parle plus. Dans la maladie de Crohn, c'est la chirurgie économique, c'est un mot-clé. Une stomie d'amont provisoire, on peut proposer, ça c'est des détails chirurgicaux, et une anastomose dans un second temps, c'est souvent ce qu'on fait. Et la surveillance après le traitement. Alors la dernière question, c'est une question un peu plus dure pour vous, mais c'est souvent les petites dernières questions comme ça qui font un peu la différence. Donc la prise en charge se déroule bien, votre patient se porte mieux, donc vous le surveillez au long cours, il n'y a pas de problème. Par contre, au bout d'un moment, il vient avec des perturbations du bilan hépatique. Des transaminases élevées mais inférieures, des transaminases non élevées par contre, une cholestase, phosphatase alcaline à 2,5 fois la normale et des gamma-GT 4 fois la normale, une bilirubine totale normale puisqu'elle est inférieure à 17 micromoles par litre. Qu'est-ce qu'on doit évoquer dans ce contexte? Est-ce que quelqu'un a une idée? Une cholangite sclérosante primitive. Très bien, une cholangite sclérosante primitive. Pourquoi? Parce qu'on a une cholestase anictérique. J'ai un patient qui est porteur d'une maladie de Crohn. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a une association spécifique, une association statistique entre la maladie de Crohn et la cholangite sclérosante primitive. Il faut savoir la dépister. Pourquoi? Parce que la cholangite sclérosante primitive se complique volontiers de cholangiocarcinome. Et donc on a parfois des cholangiocarcinomes chez des patients jeunes. Donc il faut dépister au moindre anomalie du bilan biologique la cholangite sclérosante primitive devant une cholestase chez un patient qui a une maladie de Crohn. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette maladie de Crohn? Pas de questions supplémentaires? Je vous laisserai poser des questions sur Internet si ça vous vient secondairement. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine conférence.